Salut Narman, comment ça va? Salut Ruben, très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Je suis content d'être là avec toi. C'est la deuxième édition aujourd'hui. Ah oui. On a fait un premier podcast il y a quelques semaines qui a été beaucoup apprécié et aujourd'hui, ben, on entame le deuxième épisode. Est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui te connaissent pas encore? Alors pour les gens qui ne me connaissent pas encore, donc je suis, expert comptable, Narman Psika expert comptable. Je suis basé à Jérusalem. Je suis indépendant depuis, de nombreuses années et je suis venu ici pour, partager un petit peu les petits conseils du terrain, enfin des remontées de terrain qui, au fur et à mesure de mes années d'expérience, voilà, me sont arrivées et j'espère que voilà, ça va aider les gens, les entrepreneurs en Israël à vraiment optimiser au maximum, voilà, leurs impôts, leurs statuts et que vraiment grâce à ce podcast, ils vont réussir à prendre confiance dans le système. C'est-à-dire vraiment avoir confiance dans le système et se dire: «Voilà, moi, en Israël, je peux entreprendre et je vais pas me faire matraquer dès le début. Il y a des solutions qui existent». Ok, d'accord. Lors du dernier épisode de podcast, on avait commencé à parler de la Hevra Baham. Je voudrais que aujourd'hui tu reviennes sur un petit point, sur les erreurs qu'on peut faire parfois quand on a une Ouais. Hevra. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux développer le sujet? En fait, si tu veux, le problème de la société Baham, donc on explique ce que c'est déjà une société Baham, c'est une société anonyme. C'est une société en fait qui va faire écran entre l'actionnaire et l'activité. Donc en fait, il va y avoir une activité économique où on prend des risques, et il va y avoir un écran, donc ça va être la Hevra Baham, qui va protéger en fait l'actionnaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, des entrepreneurs viennent me voir et me disent, voilà, je vais ouvrir un business, je vais avoir plusieurs employés, je vais avoir un gros chiffre d'affaires. Et donc moi, je veux tout de suite ouvrir une Hevra Baham. Je veux tout de suite y aller, je veux tout de suite commencer par le top. Voilà, j'ai entendu, j'ai un petit peu Ok. discuté avec mes amis entrepreneurs. Ils m'ont dit, le top pour l'optimisation fiscale, pour payer le moins de bitoire Lomi, le moins d'impôts, c'est la Hevra Baham. Donc je veux commencer par ça. Voilà. Donc il a entendu, voilà, ses amis l'ont conseillé. Ils lui ont dit, voilà, c'est la Hevra Baham. Et là, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que en fait, l'entrepreneur, effectivement, quand il va vouloir commencer, il va peut-être rêver à un statut. Il va se dire, voilà, moi, j'aimerais bien, éventuellement comme mes amis, comme mon entourage, avoir une Hevra Baham. Ouais. Mais en fait, ce statut, il va pas être adapté. Il va pas être adapté. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur en Israël, il y a des étapes à suivre. Vous avez en fait la première étape qui va être la Osek Patour, la deuxième étape qui va être la Osek Mourché, et la troisième étape qui va être la Hevra Baham. Donc en fait, là, si vous commencez à entreprendre et que vous commencez directement par Hevra Baham, en fait, vous commencez déjà par la troisième étape. Alors il y a de rares cas, effectivement, où ça peut valoir le coup, mais c'est très rare. C'est très très rare. C'est-à-dire que logiquement, quelqu'un qui prévoit déjà un gros chiffre d'affaires et embauché, il peut éventuellement sauter la première étape de la Osek Patour. Ok. C'est-à-dire qu'il peut, admettons par exemple, la Osek Patour, elle est limitée à un certain chiffre d'affaires, un certain plafond. Donc en fait, l'entrepreneur peut venir et dire, écoutez, en 2 mois, les 122 000 shekels, je vais les dépasser. Ouais. Voilà. Et en plus, souvent dans ce cas-là, ils ont des investissements de départ. Ils vont en fait acheter des fournitures, ils vont investir dans des meubles. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? S'ils commencent en OSEC Patour, effectivement, toute la TVA ne va pas pouvoir être récupérable. Ils ne pourront pas récupérer la TVA au moment de l'ouverture de leur ESSEC, de leur activité. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, la première étape de OSEC Patour, elle peut être facultative et on peut directement passer à OSEC Morché. Mais maintenant, OSEC Morché, ça suffit largement. En général, dans 90% des cas, ça suffit OSEC Morché. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir récupérer la TVA, vous allez pouvoir embaucher des employés. Beaucoup de gens me disent des fois, ah mais moi c'est comme je veux avoir des employés, je passe à Hevra Baham, je veux une société parce que si je suis indépendant, Ouais, je je peux pas vois. embaucher. Ouais. Et en fait, là, il faut comprendre que OSEC Mourché, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire qu'une OSEC Mourché, donc c'est un statut d'indépendant, vous pouvez récupérer la TVA et embaucher des employés sans aucun problème. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que si votre bénéfice dans votre OSEC Mourché commence à être vraiment élevé, Ok. alors là, oui. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, quand vous êtes au sec mourché, votre bénéfice, sur le bénéfice, vous allez payer jusqu'à 18% de bitoire Lomi. Et également, dans les tranches d'imposition du Massar Nassa, vous allez pouvoir monter jusqu'à très 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 haut, jusqu'à pratiquement 50%. Ah, wow. Ce qui fait que la Hevra Baham, à ce moment-là, elle s'impose. Elle s'impose, pourquoi? Parce qu'une Hevra Baham, effectivement, c'est 23%.
C'est-à-dire le Mas Havarot, donc l'impôt sur les sociétés en Israël, c'est 23%. Et donc, si vous voulez optimiser vos impôts, vous ouvrez une société Baham, vous prenez un salaire, vous sortez un salaire de votre propre société. Sur ce salaire-là, vous payez un petit peu de Mas הכנסה, un petit peu de Bitoire Leumi, et vous pouvez laisser le reste des bénéfices dans la société et payer simplement 23%. Donc là, oui. Et alors attention, c'est 23% et il n'y a pas le Bitoire Leumi. Vous payez juste, donc là, il y a un véritable avantage. Mais encore une fois, j'ai vu quand même beaucoup de cas, donc pourquoi je veux en parler. J'ai vu beaucoup de cas de personnes qui commencent en Chevra Baham. Alors, à chaque fois, je reçois ces personnes, je leur dis, mais pourquoi vous n'êtes pas passé par la case au sec Morché? Ah, ben parce que moi, je vois grand, c'est à peu près ce qui revient. Moi, je vois grand, je vais embaucher. Je savais pas qu'on pouvait embaucher des employés autres qu'avec une société. Donc, je vois ces erreurs comme ça. Je dis, mais non, pas du tout. Au sec Mourché, vous pouvez embaucher. Au sec Mourché, vous pouvez récupérer la TVA. Ah, ils savent pas. Ouais. Voilà, donc il y a ces erreurs-là. Et alors, le gros désavantage, parce qu'en fait, en réalité, niveau fiscal, si par exemple, fiscalement parlant, la différence entre une OSEC Morché et une Chevra, Baham, Ouais. si vous avez un bénéfice qui est pas très élevé, ça va sortir à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez vous sortir, admettons, un salaire de 10-15 000 shekels par mois de votre société Baham. Sur les 10-15 000, vous allez payer des impôts et du bitoire Leumi. Et si vous étiez resté au sec Morché, vous aurez payé la même chose. Donc en fait, c'est intéressant la Chevra Baham si vraiment il reste énormément de bénéfices après votre salaire et sur ce bénéfice, vous allez payer simplement l'impôt sur les sociétés. Là, oui, c'est intéressant, mais sinon, pas du tout. Et donc, le gros inconvénient d'une société Baham, déjà, c'est très, très lourd à ouvrir. Il faut passer par un avocat pour ouvrir. Et puis après, il y a la comptabilité. Les frais de comptabilité, c'est minimum le double d'une OSEC Morché. Minimum. Alors, la raison technique, elle est simple. Les rapprochements bancaires. C'est-à-dire qu'en fait, une société, elle a un compte en banque et il faut justifier au niveau comptable toutes les entrées et les sorties du compte en banque. Il y a une inscription comptable pour chaque ligne de votre compte en banque dans votre société. Ce qui fait qu'en fait, ça alourdit énormément la comptabilité tous les mois et donc ça agrandit, ça fait grossir le prix de la compta. Donc ça, c'est déjà le premier désavantage. C'est-à-dire que si vous êtes en société BAM, alors vous pouviez être au sec Mourché, déjà, niveau comptabilité, vous êtes en train d'entretenir une énorme structure qui vous sert à pas grand-chose. Vous n'économisez absolument rien en impôts. Maintenant, la deuxième problème, ça va être en fait le bilan. Alors, quand vous êtes au sec Mourché, vous avez simplement un Dorshnati à faire tous les ans. Donc, le Dorshnati, il peut être plus ou moins complexe. Donc, il y a des Dorshnati qui sont très simples, des Dorshnati qui vont être beaucoup plus compliqués. Mais globalement, ça reste un Dorshnati. Ça reste en fait juste votre exercice, les entrées, les sorties, etc. Ça reste assez simple et le prix, normalement, va rester assez contenu. C'est-à-dire le prix, en fait, la prestation de l'expert comptable pour un Dorshnati, donc pour une déclaration d'impôt, ça va rester quand même assez contenu. C'est-à-dire que ça ne va pas partir dans des milliers de shekels. Par contre, une Chevra Baham, alors là, c'est plus du tout le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'une Chevra Baham, déjà, c'est plus une déclaration d'impôt, c'est des Dochot Kaspim, c'est-à-dire c'est un bilan. Faire un bilan. Et surtout, il faut un audit d'expert comptable. C'est-à-dire qu'en Israël, l'audit d'expert comptable est obligatoire pour une société Baham. Et donc là, vous vous retrouvez. Donc, admettons, voilà, vous avez vous avez démarré. Vous vouliez absolument ouvrir une société Baham. Vous l'avez ouverte. Voilà, on n'a pas réussi à vous dissuader, ou bien on n'a même pas essayé, puisque voilà, il y a un petit conflit d'intérêt évidemment à ce niveau-là. Je développerai pas plus, mais voilà, il y a un conflit d'intérêt, donc on n'a même pas essayé de vous dissuader. Vous avez ouvert votre société, puis vous vous retrouvez, finalement, voilà, la réalité des fois, elle est très différente des ambitions. C'est-à-dire, vous visez par exemple un chiffre d'affaires gigantesque, beaucoup de salariés, puis vous commencez, puis finalement, le chiffre d'affaires, c'est pas trop ça. Il y a la guerre qui arrive, il y a des choses comme ça, il y a le corona, enfin, il y a des trucs. Voilà, il y a les imprévus de la vie, et en Israël, il y a beaucoup d'imprévus. Voilà, ça c'est, on le vit tous. Et donc, vous vous retrouvez avec un chiffre d'affaires qui est pas terrible, voilà, qui justifie pas du tout d'avoir une Chevra Baham. Et puis, finalement, pas vraiment d'employés, ou très peu. Et donc, vous vous retrouvez comme ça, vu qu'elle est ouverte, la société, à continuer à payer un exploitable tous les mois, à devoir faire une déclaration, un bilan tous les ans, très lourd, etc. Et là, en fait, c'est perdant. Là, en fait, c'est perdant. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous ouvrez un business en Israël, il ne faut pas avoir peur d'y aller doucement. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Moi, je sais, par exemple, j'ai rencontré un autre cas, c'est des gens qui refusaient même de passer par le statut d'Osek Patour. Pourquoi? Parce qu'ils me disaient, mais j'ouvre une Osek Patour, quand j'ai un client qui me fait un paiement, que je lui donne une facture, il voit tout de suite que je suis Osek Patour, parce que je lui donne une Kabbalah. Donc, il voit Osek Patour, Kabbalah,
Et donc, il me regarde comme ça. Et le sous-entendu, c'est toi, c'est moins de Un 122 petit. 000. Eh C'est oui. sûr. Donc, toi, ton chiffre d'affaires, voilà, t'es pas un king dans ton secteur, tu es au sec pas tour. Voilà, ça se voit, tu débutes, tu es au sec pas tour, ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'automatiquement, le statut aussi peut donner des informations C'est aux vrai. clients, voilà, aux fournisseurs, aux clients. Donc, des fois, il y a des gens, en quelque sorte, par honte de commencer petit, vont tout de suite passer à la OSEC marché, voire pour vraiment, en quelque sorte, montrer qu'ils sont les kings du domaine, ils vont dire ah, je suis une Khebra Bam, moi. C'est-à-dire qu'en fait, Bien si sûr. je suis une Khebra Bam, c'est que j'ai un chiffre d'affaires, j'ai un Oui. bénéfice. Et donc, ça, c'est un piège parce que quand vous construisez une activité, s'il y a des soucis, si vous vous retrouvez avec des coûts trop importants, c'est vous qui allez les subir. Ouais. C'est pas l'entourage, c'est pas les clients, c'est vous. Donc en fait, quand vous commencez, il faut pas avoir peur. Quand vous commencez à ouvrir votre activité, faut pas avoir peur de commencer petit. Faut pas avoir peur de commencer avec un statut, voilà, un peu de sanoua, un peu comme ça discret. Euh, et puis tout doucement, voilà, au sec patour, vous passez le plafond, au sec mourché, super, vous stabilisez là au sec mourché, quelques années plus tard, hop, Revra Très bien. bam, et là, votre expert comptable, s'il y a un bon suivi, il vous dira, bah voilà, là, tu es arrivé à un niveau où la Revra bam, ça vaut le coup. C'est-à-dire que les économies que tu vas faire fiscalement, niveau masse, niveau bitoire Lomi, ça vaut le coup. Ouais. Alors vas-y, saute le pas. OK, et est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur, le fait que, n'importe quelle personne qui ouvre un business en Israël doit absolument avoir un expert comptable ou pas? Ah, alors oui, la, souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent: «Voilà, j'ai ouvert mon dossier tout seul, c'est facile. J'ai ouvert ma OSEC Passour tout seul et j'ai pas envie de payer un expert comptable tous les mois». Ils me disent: «J'ai pas envie». Alors je lui dis: «Mais pourquoi?» Ils me disent: «Bah, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai une petite OSEC Patour, je paye, une petite somme de Bitoire Cloumi tous les mois, c'est automatisé, voilà. Ma Sarnassa, j'ai pas à payer, puisque voilà, admettons, il a un chiffre d'affaires de 10 000 shekels, il déduit 30% de dépenses automatiques, parce il y a la réforme de la Ouais, SX Zahir, on en avait ouais, parlé. ouais, Voilà, il déduit 30, donc il a un bénéfice de 7 000 shekels, et donc sur 7 000 shekels, il paye pas d'impôt. Voilà, il a des enfants, il est marié, il paye pas d'impôt. Donc il se dit, mais moi, tous les mois, j'ai pas besoin de faire un devoir au Massar Nassa, j'ai pas besoin de faire un rapport au Massar Nassa sur ce que je gagne, j'ai pas besoin de payer des acomptes au Massar Nassa. Bitoire Lomi, c'est une petite somme automatisée. ouais, J'ai pas besoin d'un expert comptable. Alors, ok, de temps en temps, petite signature à la banque, mon banquier va me demander un DOR Revar VFC, une petite signature, etc. Ok. Bon, bah alors là, j'irai voir mon expert comptable, il me fera un devis, et puis voilà. Mais pourquoi je paye tous les mois? Alors là, effectivement, bah, pour une OSEC Patour, ça s'entend cet argument. Cet argument s'entend. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de Migdamot Massarnassa à payer tous les mois, et que bon, la ESSEC, bon, bah, c'est quelque chose d'assez plat, assez stable, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est des revenus assez faibles. À ce moment-là, effectivement, l'accompagnement d'un expert comptable peut en fait être superflu. Par contre, le Dorshnati, la déclaration d'impôt, là, ça se complexifie. C'est-à-dire que quand vous allez arriver au Dorshnati, il va falloir faire un Dor Revar VFZ, donc c'est-à-dire l'exercice Arnasot, Otsot, donc bien présenter la chose. Il va falloir également euh, il va falloir également vérifier si vous êtes éligible au statut de Osek Zahir. OK. Donc, c'est quoi le statut de Osek Zahir? C'est si vous ne dépassez pas le plafond de 122 000 shekels, donc c'est le même plafond que Osek Patour, vous pouvez déduire automatiquement 30% des dépenses. Maintenant, au moment de la déclaration d'impôt, il faut savoir le faire. Il faut savoir, en gros, voilà, définir votre essai comme une essai Zahir. Il faut savoir comment on présente le Dorrevar VFC dans ce Bien cas-là. sûr. Il y a des complexités techniques qui font qu'en général, moi, je pourrais en fait proposer à des clients une offre d'Orshnati, simplement d'Orshnati, et dire au client, voilà, à l'entrepreneur, comprenez, là, dans votre cas, pas besoin pas besoin d'accompagnement mensuel. Par contre, il y a certaines OSEC Patour où là, c'est juste impossible. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui est salarié, par exemple, et qui déjà voilà, a un bon brut, c'est-à-dire a déjà 15 000, 20 000 shekels brut, il paye déjà des impôts en tant que salarié. Il ouvre une ESSEC Patour en plus, sur le côté. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, les revenus de sa ESSEC Patour vont se rajouter sur ses revenus en tant que salarié. Ce qui Mmh. fait qu'il va tout de suite payer, dès le premier shekel gagné dans sa ESSEC Patour, il va tout de suite payer des impôts. Mais combien il doit payer d'impôts? C'est la question. Parce que, en fait,
quand on fait le calcul combien il doit payer d'impôts, il faut prendre en compte son salaire. Par exemple, il y a 15 000 shekels de salaire, donc ce qui gagne, le bénéfice de la SEC se rajoute aux 15 000 shekels. Et donc en fait, il y a un calcul dans les tranches d'imposition qui doit être assez précis et qui doit être fait. Maintenant, des fois, il y a des variations dans le salaire. Il va peut-être aussi y avoir des variations Mm. au niveau de sa SEC. Et donc là, vous êtes obligé tous les 2 mois de payer des acomptes au Mas Harnassa. Et donc en fait, on vous fixe un pourcentage de votre chiffre d'affaires à payer tous les 2 mois d'acompte. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Donc si là, à ce moment-là, vous n'avez pas d'expert comptable, déjà, c'est compliqué tous les 2 mois de faire ce devoir Mikdamot au Mas Harnassa, c'est-à-dire de payer, de faire le rapport au Mas Harnassa pour ces acomptes, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut rentrer votre chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois, payer, etc. Il y a c'est sur Internet, mais ça reste quand même assez complexe à faire. Il faut un numéro de PINCAS, etc. Donc c'est pas quelque chose de, Ouais. c'est pas vraiment pour les novices déjà. Pas le faire Et tout seul. voilà, c'est compliqué de le faire tout seul. C'est faisable, il y en a qui le font, mais ça reste compliqué. Moi, Ouais. j'essaye de parler, voilà, j'essaye de faire des. Voilà, en général, c'est compliqué. C'est-à-dire, je vois c'est très peu de gens qui ne sont pas du domaine, enfin, qui sont pas. Voilà, c'est pas leur métier d'être Ouais. comptable, d'être expert comptable. Et ben, du coup, pour eux, c'est une galère. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que c'est Bien trop sûr. compliqué. Et donc là, si vous avez des migdamot du Mas Harnassa à payer tous les 2 mois en tant que Osek Patour, et qu'en plus, quand vous avez ouvert votre dossier, on vous a fixé un pourcentage de votre chiffre d'affaires à payer et que ce pourcentage, il n'est pas bon, à part un expert comptable, peu de personnes vont pouvoir en fait vous recalculer ce pourcentage. Vous pouvoir en fait voilà vous donner exactement la bonne somme à payer tous les 2 mois pour le Mas Harnassa. Et pareil pour le Bitoire Lomi. Le Bitoire Lomi, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes salarié, vous avez déjà utilisé, parce que le Bitoire Lomi c'est très simple, il y a 2 tranches. Il y a une première tranche jusqu'à 8200 shekels qui est à 7,7%, et puis après cette somme-là de bénéfice, vous passez à 18%. Maintenant, si vous êtes salarié, vous avez déjà un salaire de 10 000, 15 000, 20 000. La première tranche, c'est déjà utilisé. C'est fait. Donc en fait, c'est fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les bénéfices de votre société, ils vont directement être taxés par le Bitoire Lomi, 18%. Et donc en fait, la moindre variation a un impact énorme sur votre acompte. Donc c'est pour ça que là, l'expert comptable, dans ce cas de Osek Patour, va être hyper important. C'est-à-dire là, vous allez être obligé d'avoir un expert comptable qui vous suit, qui prend en fait tous les 2 mois vos factures, qui calcule, qui regarde votre rentabilité. Et là, effectivement, l'expert comptable va vraiment vous apporter un plus et vous permettre, donc ça c'est le plus important, de ne pas vous retrouver avec une mauvaise surprise au moment du Dorschnati. C'est en fait là tout le problème, parce qu'a priori, qu'est-ce que ça fait? On paye trop, on paye pas assez, il me rembourse à la fin. C'est quoi le problème? C'est-à-dire, au pire, j'ai pas assez payé, je compléterai. Au Ouais. pire, j'ai trop payé, on me rembourse. C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai besoin d'un expert comptable qui est là, que je paye tous les réajustements? Ça fait très mal. C'est-à-dire que des fois, si vous n'avez pas assez payé, vous pourrez retrouver avec 10 000 shekels à compléter au Mas Harnassa, 10 000 au Bitoire Lomi. Dans votre tête, vous aviez tout payé, et puis d'un coup, il faut compléter une grosse somme, ça fait mal. Et voilà. Donc, et après, inversement, si par exemple, alors c'est moins grave, mais si par exemple vous vous retrouvez avec un très gros RZR de Mas Harnassa ou Bitoire Lomi, c'est moins grave, mais du coup, tous les mois, vous avez payé trop. C'est-à-dire vous vous êtes restreint tous les mois, vous auriez peut-être avec cet argent pu investir sûr. dans votre activité, vous n'avez pas pu, vous vous êtes restreint. Alors vous récupérez l'argent avec un peu de rebit, etc. Mais c'est dommage, c'est de la mauvaise gestion. Donc là, l'expert comptable, il vous apportera un plus. Même si vous êtes une petite Osek Patour, si vous avez des acomptes à payer, s'il y a besoin de revérifier la rentabilité, à ce moment-là, l'expert comptable va vous amener un plus, vous empêcher les mauvaises surprises, etc. Ok. Tu as des cas clients justement de personnes dont je sais pas moi, le ESSEC Patour est l'activité principale? Parce que là, tu nous as parlé de personnes qui travaillent en même temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Écoute, l'exemple qui me vient, c'est le cas par exemple d'un Mishparton. Ok. Voilà, un Mishparton qui est au Sec Patour. Et ce qui se passe souvent dans les Mishparton, c'est qu'ils fixent un nombre d'enfants. Et donc, quand ils ouvrent leur dossier en tant que Osek Patour, ils vont fixer une Mikdama en début d'année. Et en général, ils vont pas payer d'impôts, ils vont annuler leur Mikdamot Mas Harnassa, ils vont pas payer d'acompte Mas Harnassa tous les 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Hop, en cours d'année, on rajoute un enfant. Hop, en cours d'année, si. Hop, augmentation. Ah, finalement, les dépenses. Ah, finalement, on passe le. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de suivi d'expert comptable tous les mois, et ben en fait, au moment de la déclaration d'impôt, il va y avoir un problème. Et l'expert comptable, s'il s'occupe que de la déclaration d'impôt, c'est pas un magicien. Il va pas pouvoir vous rattraper Mais une non. année où vous avez rien payé ou trop peu payé. C'est-à-dire que vous arrivez devant l'expert comptable à la fin de l'année, vous avez très peu payé de Mikdamot Bitoire Lomi, très peu payé de Mikdamot Mas Harnassa, ou voire pas du tout.
Là, il ne faudra pas se plaindre auprès de l'expert comptable et lui dire: «Ah, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai autant d'impôts à payer? Pourquoi le bilan me demande une somme pareille? Vérifie-moi, mais qu'est-ce que c'est?» Bah, voilà, c'est la conséquence directe. Vous n'avez pas d'accompagnement mensuel, c'est ce qui peut arriver au moment de votre déclaration d'impôt. Ça, c'est vraiment le problème. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une OSEC-PATOUR, si c'est une petite OSEC-PATOUR, il y a un petit peu de Bitoire Lomi, un petit peu de Massarnassa, ou voire pas du tout, ok, pas d'accompagnement mensuel, allez, ça se Ouais. tente. Ça se tente, vous allez économiser tous les mois votre expert comptable, allez, ça se tente. Le Dorchnati, non. Il faut quand même un expert comptable. C'est vraiment, voilà, c'est quand même, il y a des choses assez complexes, surtout avec les dernières réformes. Donc, il faut quand même un expert comptable. Et évidemment, bah, si jamais vous payez des acomptes Massarnassa, des acomptes Bitoire Clomy, et là, l'accompagnement d'un expert comptable, il est pratiquement incontournable. Ok. Donc ça, c'est pour la OSEC Patour. Est-ce que tu as un exemple pour un ESSEC Mourchet, par exemple? Oui, alors du coup, OSEC Mourchet, ça sera beaucoup moins nuancé. C'est-à-dire que OSEC Patour, on peut faire une nuance en disant, voilà, il y a telle sorte d'OSEC Patour, celle-là, allez, pas d'accompagnement mensuel, ça passe. Celle-là, moyen. Celle-là, oui, il faut un accompagnement mensuel. Donc là, il y a des nuances dans le SEC Patour. Par contre, au SEC Mourchet, il n'y a pratiquement pas de nuances. Pourquoi? La grosse différence, c'est qu'en fait, vous passez de OSEC Patour Mimaham, donc vous avez une dispense de TVA, à OSEC Mourchet. Donc vous devenez en fait, vous êtes obligé, quand vous êtes OSEC Mourchet, de facturer la TVA à vos clients. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence directe de la TVA? Bah, c'est que tous les 2 mois, il va falloir en fait rentrer toutes les factures clients, calculer le total TVA que vous avez reçu de vos clients, déduire la TVA de vos fournisseurs, toutes les factures fournisseurs que vous allez avoir pendant les deux mois qui ont précédé, il va falloir les amener à votre expert comptable. Et puis, la TVA client moins la TVA des fournisseurs, ça va être la somme à payer. Maintenant, dans la TVA fournisseur, il y a plein de nuances. Si c'est par exemple, alors on en reparlera plus tard, mais si par exemple c'est la voiture, c'est des dépenses de voiture, bah, on ne peut pas récupérer toute la TVA, c'est une partie. Si par exemple des kiboudim, c'est de la nourriture, bah, on ne peut pas récupérer de TVA, à part certaines choses, le lait, il faut connaître tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et donc là, vous vous retrouvez tous les 2 mois à devoir, en plus, admettons, des acomptes Massarnassa, vous retrouvez à devoir payer la TVA tous les 2 mois. Et là, sans expert comptable, c'est très difficile. Là, bonne chance. C'est-à-dire là, vraiment, j'ai vu de rares cas de personnes qui voilà, étaient très courageuses. Ils ont fait un petit course, ils ont pris un programme compta et puis ils se sont amusés. Ils le font vraiment, c'est-à-dire qu'ils rentrent leur facture client, leur facture fournisseur et puis ils font leur droite. Et après, moi, je m'occupe de la déclaration d'impôt. Malheureusement, souvent, il y a des erreurs. C'est-à-dire que souvent, j'arrive à la déclaration d'impôt, il y a souvent des erreurs, pas tout le temps, il y en a qui sont vraiment très doués. Et voilà, ils sont touche à tout, donc ils arrivent un petit peu à bien comprendre comment ça fonctionne. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est très casse-gueule. Voilà. C'est très, très, très casse-gueule. Ok. Et donc, dès que vous êtes au sec Mourchet, à cause de la TVA principalement, se passer d'un expert comptable tous les mois, d'un accompagnement mensuel, vaut mieux éviter. Ça va être vraiment... C'est-à-dire, ce que vous allez économiser en expert comptable, vous allez le perdre éventuellement en erreur. C'est-à-dire que vous allez vous tromper, vous n'allez pas récupérer ce qu'il faut en TVA. Il y a des choses que vous allez rentrer qu'il ne fallait pas rentrer, des choses que vous allez, par exemple, penser que ça ne se rentre pas alors que ça se rentrait. Ouais. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, au sec Mourchet, voilà, en général, voilà, je conseillerais à personne d'y aller seul. Voilà. Alors, bon, ça c'est pour au sec Mourchet. Mais alors maintenant, Justement, j'allais te dire pour la Khevra de Baham, ça m'a l'air presque impossible alors de tout faire tout seul. alors la Khevra Baham, c'est encore pire. Ouais. Voilà, c'est encore pire la Khevra Baham. Pourquoi c'est pire? Bah, c'est simple, c'est que vous avez déjà toutes les problématiques de au sec Mourchet. C'est-à-dire que vous avez la TVA tous les 2 mois au minimum. Des fois, même si votre chiffre d'affaires il commence à augmenter, vous pouvez avoir la TVA tous les mois à présenter. Maintenant, il y a un nouveau truc qui se rajoute, et on en avait un petit peu parlé déjà, c'est les rapprochements bancaires. C'est-à-dire que là, vous devez faire une comptabilité de base, donc entrée, sortie, TVA, acompte, Massarnassa, etc. Mais là, vous vous retrouvez à devoir faire des rapprochements bancaires. C'est-à-dire qu'il va falloir en fait faire une écriture comptable pour chaque ligne de la banque. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, bah oui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un client qui paye dans la banque, eh ben, il faut faire une écriture comptable. Il faut dire que ce client a payé. Il y a un paiement qui sort, il faut dire que ce paiement est sorti pour qui? Pour tel fournisseur. Ok, il faut faire une écriture comptable. Puis après, il faut vérifier les cartes comptables. Et puis après, en fait, une fois que la comptabilité elle est bien tenue, on peut préparer les droits de Caspim, le bilan. Donc là, déjà, on est dans une autre dimension.
On est vraiment dans une autre dimension et en plus, il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan d'une Chevra Baham, ça doit être signé par un expert comptable. C'est la loi qui l'oblige. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a tenu sa comptabilité seul et que ça a été mal fait, l'expert comptable, il va même pas pouvoir vous dresser un bilan. Il va vous dire, mais la comptabilité, c'est mort, ça a été trop mal fait. Bah, pas parce que voilà, il y avait une mauvaise volonté ou c'est parce que la personne, c'est pas son métier, tout simplement. C'est-à-dire que les Khaira Baham, là, c'est le top niveau, c'est le top. Et donc là, la complexité, elle est au maximum. Et donc, de vouloir tenter le truc tout seul, non. Khaira Baham, ça n'existe pas. Il faut passer par un expert comptable. OK, j'ai compris. Et est-ce que tu peux nous parler justement dans le choix quand on est en échec pas tour, de monter en échec marché? Parfois, on peut hésiter, on peut se tromper. Je sais que tout à l'heure, tu nous as cité par exemple l'exemple du Mitch Parton. Est-ce que tu pourrais Oui, en alors parler? ça, c'est un cas que j'ai beaucoup rencontré. Alors, c'est le cas en fait de l'absorption de la TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette notion d'absorption de la TVA? Bah, c'est des gens qui commencent en OSEC Patour, donc commencent en OSEC Patour, ils s'habituent à facturer leurs clients avec des cabalotes. Ils facturent une cabala, et puis en fait, ils s'habituent à ne pas rajouter la TVA. Et puis arrive le moment, voilà, tant attendu, où le chiffre d'affaires, le plafond est dépassé, et donc là, il faut passer en OSEC Morché. Et donc, ce qui va se passer, ils se sont habitués à facturer une certaine somme à leurs clients, et puis ils vont continuer à facturer la même somme, TTC, TVA incluse, aux clients. Et donc ça, c'est particulièrement vrai, par exemple, on va prendre un exemple, un Mich Parton, par exemple. Voilà, un Mich Parton, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des clients qui sont pratiques, c'est-à-dire c'est des parents qui voilà, amènent leur enfant pour qu'il soit gardé. Et donc, en fait, eux, quand ils vont payer le prestataire, peu importe que le prestataire soit au sec Patour, au sec Mourché, même Rêve Rabam, admettons, enfin, peu importe. Le parent, il va regarder ce qu'il paye. Donc, si par exemple, il avait l'habitude de payer 3000 shekels par mois, et qu'on lui dit: «Ah, mais voilà, 3000 shekels, maintenant, c'est plus 3000 shekels, c'est 3500 shekels parce que du coup, je suis au sec Mourché, hein, il y a la TVA». Il va être content, le parent. Il va dire: «Non, non, non, eh oh, tant que ta concurrence c'est 3000, là-bas c'est 3000, je te paierai pas plus que 3000. Si tu me mets 3500, moi je vais ailleurs». Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une tendance de la OSEC Patour, qui passe en OSEC Mourché, à dire: «Ah mais moi du coup, bah, je vais laisser à 3000 et du coup la TVA, je vais l'absorber. Je vais la prendre pour moi». Et ça, c'est un grand piège. Alors je vais expliquer, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Si par exemple une personne a 3 enfants, voilà, a un Mishparton et garde 3 enfants, 3000 shekels par enfant, en tant que OSEC Patour. Donc vous sortez des cabalotes tous les mois de 3000 shekels. Donc ça fait 9000 par mois, vous restez sous le plafond. Voilà, c'est-à-dire même si vous faites 9000 tous les mois toute l'année, vous allez rester sous le plafond. Maintenant, vous décidez de rajouter un enfant. Rejetez un enfant, donc ça va vous faire 12 000 shekels par mois. Multiplié par 12, vous dépassez largement le plafond. Vous dépassez les 122 000. Et donc à ce moment-là, vous allez être obligé de passer en OSEC Morché. Et donc vous allez vous dire, ça va être tentant, vous allez vous dire, mais je suis connu, tout le monde m'aime, les gens me sollicitent pour que je garde leur enfant. Là, je suis à 3, c'est le moment de Ouais. grossir, c'est le moment d'en prendre un nouvel enfant. Alors, je ne suis pas gourmand, je vais en prendre juste un de plus. Allez, un de plus. Ça va pas me rajouter énormément de travail et je vais gagner qu'à 3000 shekels en plus. 3000 shekels en plus. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la conséquence de cet enfant en plus? C'est que là, tout de suite, tous les paiements, si vous absorbez la TVA, hein, si vous augmentez pas les parents à ce moment-là, vous continuez à facturer à 3000 shekels, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en réalité, vous allez perdre tout de suite 18%. Parce qu'en fait, dans les 3000 shekels, il va y avoir 18% de TVA que vous allez devoir reverser. Et donc, en fait, automatiquement, vous allez avoir en fait une baisse de chiffre d'affaires de 18%. Donc ça, c'est le premier désavantage qui est énorme. Ça fait très mal. Donc vous passez de 3 à 4, déjà vous perdez 18%. Donc limite, vous rajoutez un enfant, vous perdez 18%, bah, limite, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et deuxième problème, ça va être à cause de la réforme de la SX Zahir. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous êtes sous le plafond, vous pouvez actuellement demander au Massar Nassa de déduire 30% de votre chiffre d'affaires automatiquement. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un chiffre d'affaires de 100 000 shekels, vous avez automatiquement 30 000 shekels de dépenses déductibles sans justificatif. C'est parfait, Ouais. c'est super. Maintenant, si vous passez en OSEC Mourché, c'est-à-dire à cause d'un enfant, vous passez en OSEC Mourché, bah, du coup c'est terminé. Et vous devez reverser la TVA, et vous n'avez plus le droit à ces 30%.
Et donc là, c'est la double peine, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un bénéfice qui augmente, donc vous allez payer plus de Mas Harnassa, plus de Bitoire Lomi, Oui. et puis la TVA, il va falloir commencer à la payer tous les 2 mois. Et donc là, c'est que perdant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler plus et vous allez gagner moins. Voilà. Et ça, c'est le gros piège. C'est-à-dire que quand vous passez de Ossec Patour à Ossec Mourché, il faut bien faire les calculs avant. Il faut bien, voilà, vous demandez à votre expert comptable et vous lui dites, voilà, est-ce que ça vaut le coup si je rajoute un enfant? Si l'expert comptable il vous dit, écoutez, un enfant, pas du tout. Par contre, deux, trois, oui. Là, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous rajoutez deux, trois, voilà. Et puis, évidemment, moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire, voilà, de couper la poire en deux. C'est-à-dire que, par exemple, le prix, c'était 3000. Eh ben, ok, vous allez pas rajouter la TVA et mettre à 3500, mais mettez à 3200, 3300. Ouais. Augmentez un petit peu pour justement, en fait, voilà, amortir le choc. Si vous passez en sec penché, il faut amortir le choc. Donc, il y a plein de petites techniques qui vont permettre justement de faire ce passage de la Ossec Patour à la Ossec Manché de façon voilà, beaucoup plus, voilà, moins agressive, moins Ouais. dure, moins. Voilà. C'est-à-dire que là, vraiment, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous allez travailler plus et à cause du changement de statut, vous allez gagner moins. Et donc ça, les gens, ils ne le savent pas. Mm. Il faut le prendre en compte avec son expert comptable avant de passer un marché. Il faut vraiment, voilà. Ok, merci. Et il n'y a pas longtemps, on a vu passer un article à toi sur la réforme pour l'Éolim. Est-ce que, pour l'Éolim Pradachim, est-ce que c'est un vrai cadeau ou il y a un piège? Alors, de prime abord, c'est une super nouvelle pour les Olim Pradashim. C'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite pour les attirer et pour leur dire, voilà, n'allez plus à Dubaï, venez chez nous, venez en Israël, et voilà les 5 premières années, sur vos revenus actifs, donc du travail israélien, bah, vous n'allez pas payer d'impôts. Alors, c'est pas exactement vrai, il y a un plafond, c'est-à-dire la première année, c'est 600 000, après les 2 années suivantes, c'est 1 million, et puis après, ça baisse. Voilà. Mais a priori, c'est une offre qui est assez attractive. C'est-à-dire que ça permet en fait au Olim Pradashim de se dire, moi j'arrive en Israël, je sais que les 5 premières années, non seulement mes revenus de l'étranger continuent à être non imposables, actifs et passifs, revenus de l'étranger actifs et passifs, mais en plus mes revenus aussi israéliens actifs aussi deviennent pratiquement non imposables. Bah, c'est génial. Très pour eux, c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire, ah bah super, on va attirer. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, ils ont, dans la réforme, fait passer plein de conditions et surtout, ils ont fait passer aussi une espèce de, voilà, une nouvelle, dans la réforme, ils ont fait une autre réforme, ils ont fait une autre modification qui, du coup, voilà, est désavantageuse pour les Olim Pradashim. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce ptor, c'est-à-dire cette dispense d'impôt pour les revenus actifs israéliens, c'est seulement pour les Olim Hadashim de novembre 2025 à décembre 2026. Donc déjà, ils ont limité dans le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit, voilà, à partir de maintenant, tous les Olim Hadashim, voilà, les 5 premières années, vous avez un plafond. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, hop, 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 c'est seulement ceux de novembre 2025 jusqu'à décembre. Donc déjà, ils ont limité dans le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Oli Hadash, il entend ça. Enfin, quelqu'un qui veut faire son alia, il se dit, ah ouais, donc c'est super, mais du coup, moi, si cette année, je ne fais pas mon alia, que je la fais que l'année prochaine, bah, j'y ai pas le droit. Donc, voilà. Et en plus, une réforme, quand c'est fait, le temps que les gens apprennent que la réforme existe, etc., bah, ça met du temps, ça met des fois même plusieurs années. Et donc, en fait, c'est un travail de long terme. Donc, si maintenant vous faites une réforme qui est censée vraiment avoir un effet sur le long terme par rapport au Lim Hadashim, mais que vous la limitez sur le temps, du coup, déjà, Ouais. il y a un truc qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas en plus? C'est que on ne sait jamais en Israël. C'est-à-dire, le gouvernement, il va peut-être changer, là, il y a bientôt des élections, il va peut-être changer, et le prochain gouvernement, il va peut-être pas renouveler la réforme. Il va peut-être dire, bah oui, bah très bien, les Olim Hadashim entre novembre 2025 et décembre 2026, ceux-là, ok, les 5 premières années, ils ne payent pas d'impôts sur les revenus actifs en Israël, ok, alors c'est limité avec le plafond, pas de souci. Mais nous, on renouvelle pas voilà, on renouvelle pas la MIFTA, quoi. En gros, voilà, on renouvelle pas. Par contre, au moment où ils ont mis en place cette réforme temporaire, ils ont annulé un avantage. Ils ont définitivement annulé un avantage. Et c'était quoi cet avantage qu'avaient les Olim Hadashim? C'était que pendant 10 ans, eh ben, ils pouvaient ne pas déclarer leurs revenus étrangers. Donc en fait, pendant 10 ans, vous aviez des revenus étrangers actifs ou passifs. Vous faisiez votre alia, vous n'étiez même pas obligé de les déclarer. C'est-à-dire que ce n'était pas imposable et pas déclarable non plus.
Donc c'était super, c'est-à-dire vous arrivez, pas de problème de paperasse, de dochot, de déclaration d'impôt, aucun problème. C'est-à-dire vous arrivez, pas de déclaration d'impôt, c'est pas imposable, on vous embêtez pas, et donc les 10 premières années, vous êtes tranquille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, on vous laisse cette dispense d'impôt. Pas de souci, non mais on est gentil, on vous laisse. Pendant les 10 premières années, faites votre alia, il n'y a pas de problème. Revenu actif et passif, ça reste non imposable. Ça reste exonéré, non imposable, pas de souci. Par contre, on ne veut plus rendre ça non déclarable. On veut que si un Olé Hadash a des revenus étrangers, il faut qu'il nous les déclare tous les ans. Et ça, alors, il ne va pas payer d'impôts, mais ça lui rajoute un stress administratif. Tous les ans, il va se retrouver à devoir déclarer, aller embêter son expert comptable, fais-moi la déclaration, fais-moi ci, fais-moi ça. Et ça, c'est quand même un gros désavantage. Alors bon, il y a une raison. On va parler de la raison. C'est que, en fait, ce qui se passait souvent, et donc ça doit concerner quand même beaucoup de Français qui ont fait leur alia, c'est que souvent, la loi habituait les Olim Hadashim à ne pas déclarer pendant 10 ans. Parce que c'est la loi. La loi ne vous oblige pas à déclarer. Donc, vous ne Oui. déclarez pas pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts, tout est OK, vous êtes selon la loi, il n'y a pas de problème. Passez les 10 ans. C'est-à-dire vous avez touché une retraite, admettons, pendant 10 ans, vous touchez une retraite. La 11e année, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes habitué à rien déclarer, à pas faire de déclaration d'impôt, rien du tout. Et donc, vous vous dites, personne n'est au courant. Personne ne sait que j'ai une retraite. Donc, ça vous vient instinctivement. Vous vous dites, mais jusqu'à maintenant, on ne m'a pas embêté. Alors, OK, c'est dans les 10 premières années. Mais là, c'est la 11e, 12e, 13e. Oh, je ne savais pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez en fait à pas déclarer des revenus qui sont, selon la loi israélienne, imposables. Alors, il y a plein d'aménagements, etc. Il y a des conventions avec la France, donc on peut s'arranger, effectivement. Mais voilà, c'est-à-dire que si jamais le fisc s'en aperçoit et qu'il fait un redressement plusieurs années en arrière, ça peut faire très, très, très mal. Voilà, donc c'est pour ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire dans cette réforme? Ils ont voulu en fait donner une carotte en disant, voilà, ceux qui viennent dans cette année-là, pas de problème, on va vous... c'est Dubaï ici, alors que bon, Dubaï c'est tout le temps, hein, mais nous c'est limité, quoi. Ici, ils ont limité le truc. Et derrière, ils ont glissé la réforme en disant, voilà, maintenant il faut déclarer. Vous arrivez, vous êtes au Khadash, il faut déclarer. Alors ça, c'est dommage, parce que du coup, ça peut-être... du coup, cette loi, en fait, elle était faite pour encourager les Olim et pour pas les décourager. C'est-à-dire pour pas leur dire, dès que vous arrivez en Israël, comprenez, chez nous, c'est comme ça, vous êtes Israélien, donc les revenus étrangers, il faut les déclarer aussi. Ça peut dissuader des gens de faire leur alia parce qu'ils vont se dire, ah là là, je vais me prendre la tête tous les ans à devoir déclarer mes revenus, je vais devoir demander les papiers en France, les donner à l'expert comptable, il faut que je trouve un expert comptable, c'est une galère. Et bon, et avant, il n'y avait pas besoin de faire tout ça, mais là, ils l'ont mis. Ils en ont eu marre, en fait, des abus. Ils en ont eu Ouais. marre qu'à la 11e année, les Olim Hadashim continuaient à rien déclarer. Ils en ont eu marre. Et donc, en fait, du coup, ils nous ont fait avaler la pilule en nous disant, voilà, vous avez une petite année, là, comme ça, on vous fait... mais c'est tellement temporaire. Et le temps que les gens se passent le mot que cette réforme existe, etc., ça sera déjà arrêté. Ça sera déjà, on sera déjà en 2027, ça n'existera déjà plus. Alors, peut-être que l'année prochaine, ça va être renouvelé. Voilà. Mais vu que le gouvernement va changer certainement, c'est pas sûr. C'est Ouais. pas sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu le pour et le contre de cette réforme. C'est quelque chose d'assez important qui revient souvent. Et c'est une confusion aussi que beaucoup d'Olim Hadashim font. C'est de se dire, bah écoutez, voilà, donc avant la réforme, bien sûr, on n'avait pas besoin de déclarer les revenus étrangers et on n'avait pas non plus besoin de payer des impôts sur les revenus étrangers. Et donc cette réforme-là, c'est-à-dire cette loi, existe pour justement encourager les Olim Hadashim à faire leur alia. Donc on va retenir une chose, c'est que l'esprit de cette loi, c'est pour encourager les Olim Hadashim à venir. C'est ça l'esprit. Maintenant, il y a des personnes qui ont fait leur alia, qui sont encore dans les 10 premières années, et ils se disent, tu vois où je veux en venir, et ils se disent, mais moi, je travaille en Israël et je facture des clients à l'étranger. Donc j'ai une ESSEC en Israël, et sur cette ESSEC en Israël, voilà, admettons que les 5 ans sont passés de la nouvelle réforme, ils payent des impôts. Voilà, ou c'est un Olé Hadash qui était avant novembre 2025, donc ils payent des impôts sur les revenus actifs israéliens. Et il se dit, mais c'est dommage, comme je suis encore Olé Hadash, si ces revenus-là étaient considérés comme des revenus de l'étranger, mais j'aurais rien à payer comme impôt et bitoire Loumi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent une société à Dubaï, à Hong Kong. Ils ouvrent une société comme ça à l'étranger.
et ils facturent depuis la société à l'étranger. Donc à Dubaï, il y a pas d'impôt, Hong Kong pareil, enfin voilà, ils trouvent un pays, on va dire très accommodant et ils facturent depuis ce pays-là. Et puis après, les revenus qui arrivent de cette société étrangère en Israël, eh ben, ils disent que c'est des revenus étrangers. C'est une société que je détiens à l'étranger. Donc, c'est des revenus étrangers. Ils invoquent la loi. Ils disent, mais ça, cette loi-là, en tant qu'Olé Khadash, voilà, des revenus étrangers, je ne suis pas imposable pendant les 10 premières années. Puis, a priori, tout est OK. Alors, sur le papier, oui. Sur le papier, malheureusement, c'est OK. C'est-à-dire que vous avez des revenus étrangers, vous les déclarez, vous avez même pas besoin, jusqu'à la réforme, vous n'aviez même pas besoin de les déclarer. C'est exonéré d'impôts. Parfait. A priori, pourquoi pas, quoi. C'est-à-dire, ça serait, ça vous permettrait, en fait, en Israël, de ne pas ouvrir de ESSEC et de rien déclarer, pas de Maser Nassa, pas de Bitoire Loumi. Là, ça serait encore mieux que la réforme, parce que là, la réforme, c'est limité sur 5 ans. Là, ça vous permettrait, sur vos revenus actifs israéliens, d'avoir 10 ans d'exonération, puisque tout est à Dubaï. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut revenir à l'esprit de la loi. En fait, la loi, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour vous encourager à monter en Israël. Maintenant, vous détournez la loi. Vous prenez la loi et vous la détournez. Vous avez déjà fait votre alia. Et en fait, vous vous dites, ah ben on parle des revenus de l'étranger, on précise pas si les revenus de l'étranger ont été comme ci, comme ça. Donc en fait, du coup, bah, je vais transférer tous mes revenus israéliens actifs de mon travail en Israël dans une société offshore. Et du coup, pendant les 10 premières années, c'est pas tour. Alors là, sur le papier, bah, ça peut tenir. Mais en fait, au moindre contrôle, ah, ça tombe direct. Là, bam. C'est-à-dire que là, en fait, au moindre contrôle, on va vous dire, mais je travaille depuis Israël. C'est un revenu actif israélien. Tu l'as déguisé en autre chose. Ah, mais la loi, je suis Olé Khadash. Oui, mais Olé Khadash, c'est pour t'encourager justement à venir. Mais là, tu es déjà là. Donc, donc, en fait, beaucoup de gens, voilà, faut faire attention. C'est-à-dire qu'à partir de. Il y a vraiment. Il faut comprendre, en fait, qu'est-ce que la loi, en fait, voulait encourager. Et si jamais vous détournez la loi, bah, à un moment donné, s'il y a un contrôle ou un filtre, Ras Shalom, bah, ça peut mal tourner. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce sujet. Ça revient beaucoup. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai eu des cas où, en fait, la personne travaillait depuis Israël, avait une petite équipe, et la société était basée à l'étranger. Et donc, c'était des revenus de l'étranger. Ils étaient tous au Khadash. Donc, du coup, les 10 premières années, ils déclaraient rien. Puis, en fait, à un moment donné, bah, ça se voit que vous travaillez en Israël. Donc, on va dire, mais attendez, vous travaillez depuis ici. Vous avez une structure en Israël? Ah non, non, j'ai aucune structure, j'ai rien. J'ai ni Patour, ni Mourché, ni Revrabam, rien. Et là, on vous dit, non, mais là, vous rigolez. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas open bar. C'est-à-dire, on a fait une loi pour encourager l'Olim Kradashim, vous l'avez détournée complètement. Et donc là, ça peut poser problème. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez des doutes, faut pas hésiter à parler de ça à son expert comptable. Et il vous dira si c'est dans les clous ou pas. OK, OK, d'accord. Et est-ce que c'est vrai qu'une personne qui a un OSEC, une entreprise en Israël, peut déduire automatiquement les frais de voiture, par exemple? Ah, donc c'est-à-dire que souvent, oui. Souvent, les gens ouvrent une Osek Patour, Osek Mourché ou même Chevra Baham et ils disent ah bah j'utilise ma voiture pour le boulot, donc bah, toutes les dépenses de la voiture, ça rentre. Pourquoi pas? Bah, ils disent voilà, par exemple, admettons, ils vendent un magasin, ils vendent du stock, ils vendent des choses comme ça. Et donc il dit voilà, bah, toutes les dépenses quand j'achète du stock, ils sont déductibles à 100%. Bah, la voiture, j'utilise pour le boulot, donc c'est déductible à 100%. Alors là, il y a un gros problème. Là, il y a un gros problème. Et donc, en fait, le premier critère, ça va être le poids de la voiture. C'est-à-dire que la voiture, à partir du moment où elle dépasse les 3 tonnes et demie, donc c'est une grosse camionnette, donc un pick-up américain, une grosse camionnette, à partir du moment où ça dépasse ce poids-là, alors là, oui, effectivement, c'est OK. C'est-à-dire que là, vous pouvez tout rentrer, toutes les dépenses peuvent rentrer. Même la TVA à l'achat est récupérable. C'est-à-dire que si vous êtes au sec Patour, évidemment, il n'y a rien à récupérer, vous êtes Patour, donc vous ne facturez pas de TVA à vos clients, vous ne récupérez aucune TVA de vos fournisseurs, voire quand vous achetez une voiture de 3 tonnes et demie. Par contre, une OSEC Mourché ou une Chevra Baham, s'ils achètent une voiture, un gros pick-up au-dessus de 3 tonnes et demie, ils récupèrent toute la TVA. Alors, en général, ce genre de voiture, ça coûte assez cher, c'est dans les 250 000, 300 000 shekels, voire. Donc, la TVA, c'est une part importante de l'achat de la voiture, 18%. Et donc là, il y a vraiment une grosse somme à récupérer à la clé. Donc c'est pour ça, par exemple, des Osek Mourché style Chipoutsim, qui peuvent très bien voilà, acheter une petite voiture style voilà, Citroën Jumpy, voilà, ou voilà, une camionnette, quoi, ou un Renault Trafic aussi. Voilà. Ils peuvent très bien se contenter de ça. Ils mettent 2 sièges à l'avant, voire 3 sièges à l'avant. Tout le reste, c'est pour entreposer leur fourniture. Ça leur suffit largement. Mais il y a un problème.
c'est que la voiture, elle fait moins de 3 tonnes et demie. C'est-à-dire ce style de voiture fait moins de 3 tonnes et demie. Donc comme elle fait moins de 3 tonnes et demie, du coup, on considère qu'il y a une partie de l'utilisation qui peut être personnelle. Alors c'est complètement dingue parce que des fois j'ai vu des cas où c'est une camionnette, il y a genre juste 2 places à l'avant et derrière c'est juste des fournitures, c'est tout le temps rempli. Eh ben non, c'est le poids en Israël qui va fixer si on peut tout récupérer ou pas. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a une OSEC Morché et voilà, qui est dans le domaine des Chipoutsim, ça vaut le coup, bien sûr, s'il peut se le permettre. Ça vaut le coup d'avoir une voiture au-dessus de 3 tonnes et demie. Bah, un pick-up américain, c'est sympa, voilà. D'avoir une voiture, une grosse voiture, et donc de pouvoir récupérer à l'achat la TVA. Sur l'essence, 100% de la TVA, c'est récupérable. Sur l'entretien, 100%. Sur le parking, 100%. Voilà, toutes les dépenses avec TVA, vous allez pouvoir récupérer toute la TVA. Alors évidemment, sur tout ce qui est assurance, bitoire, etc., là, il n'y a pas de TVA. Les Cheyenne Rev, il n'y a pas de TVA à récupérer parce que bon, vous payez soit l'assurance, donc l'assurance, c'est comme la banque, ça ne facture pas avec la TVA. Et pour ce qui est du Cheyenne Rev, la carte grise, là-bas aussi, il n'y a pas de TVA, donc vous ne récupérez pas. Mais comme la voiture fait au-dessus de 3 tonnes et demie, vous récupérez absolument toutes les dépenses à 100%. Et donc, ça peut être vraiment très, 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 très intéressant d'avoir une voiture au-dessus de 3 tonnes et demie si vous pouvez vous le permettre. Évidemment, si voilà, si vous êtes dans les Chipoutsim, si vous avez besoin, ça vaut le coup en fait de vous diriger vers une voiture un peu plus grosse qui va vous permettre justement de récupérer un max et d'optimiser au maximum vos dépenses et donc baisser votre bénéfice et payer moins d'impôts. Ok, mais du coup, si on achète une voiture qui fait moins de 3 tonnes et demie, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose ou rien du tout? Alors, si la voiture elle est en dessous de 3 tonnes et demie, là, ça devient vraiment compliqué. Ok. Alors, pourquoi ça devient compliqué? C'est parce que et le MAHAM, donc et la TVA et le Mas Harnassa, ils vont considérer que dans l'utilisation, il y a une partie perso et une partie pro. Voilà. Et donc, dès que la Otsa, elle est mélangée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Hmm. du pro et du perso, alors là, c'est le début des problèmes. Là, c'est le début des problèmes. En général, le MAHAM, il va vous dire, bon, sur vos dépenses courantes, l'électricité, je veux dire alors non, il y a des voitures électriques aussi, mais Ouais. sur l'essence, sur le parking, sur toutes ces choses-là, il y a de la TVA. On va vous permettre au maximum de récupérer 2 tiers de TVA, pas plus. Voilà, des fois même c'est un quart. On va vous dire voilà, maximum c'est 2 tiers. Bon, Ça va. mais il y a un gros désavantage, c'est que la TVA de l'achat de la voiture, vous allez pas pouvoir la récupérer. C'est zéro. C'est-à-dire là, vous allez acheter la voiture avec une grosse partie de TVA. Mais comme elle fait moins de 3 tonnes et demie, c'est une camionnette. Vous allez rien récupérer en TVA. Et ça, c'est terrible. Donc voilà, il n'y aura aucune TVA. Donc déjà, la TVA, alors si vous êtes au SECPATOUR, la TVA, quoi qu'il arrive, vous la récupérez pas. Voilà. Par contre, si vous êtes au SEC Manché ou Khevra, et ben là, vous allez pouvoir récupérer 2 tiers sur les dépenses courantes, mais sur l'achat, zéro aussi. 0%. Donc voilà, ça c'est pour la TVA. Maintenant, pour ce qui est du Massar Nassar. Donc pour déduire les dépenses de voiture. Alors au sec Patour, au sec Mourché, ça marche pareil, c'est le même fonctionnement. On va vous dire 55% de vos dépenses, c'est du perso, 45% c'est du pro. Voilà, je vous résume simplement. Et donc à la fin de l'année, on va rentrer toutes les dépenses, les assurances, l'essence, etc., l'amortissement de l'achat de la voiture, et on va vous retirer 55%. Et donc vous allez me dire, mais c'est énorme 55%. Oui, mais il vous reste 45 quand même. Hmm. C'est pas rien. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas rien. C'est parce qu'en fait vient le sujet de la Revra Baham. Voilà, la Revra Baham, le fonctionnement pour les dépenses de voiture, il est tout à fait différent. Alors de prime abord, on va vous séduire. On va vous dire, Revra Baham, voiture qui appartient à la société, pas de souci, tu peux rentrer 100% des dépenses. Waouh, mais c'est super Revra Baham. On peut rentrer, non seulement c'est avantageux fiscalement, mais en plus on peut rentrer toutes les dépenses. C'est beaucoup mieux qu'au sec marché. Ah non, mais il y a un loup. Il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, vous allez être obligé, dans la société BAM, de désigner un utilisateur de la voiture. Vous avez une société, vous êtes actionnaire, vous avez 2-3 employés, et vous avez acheté avec votre société une voiture. Super, vous pouvez rentrer 100% des dépenses. C'est génial. Ah non, attendez, il y a une condition. Et c'est pas une petite condition. C'est de dire, voilà, qui utilise cette voiture? Parce que la société elle-même, c'est un bout de papier, la société. Voilà, c'est une entité voilà, juridique, mais elle n'utilise pas elle-même la voiture. Il y a bien une personne Ouais. dans la société qui utilise la voiture, qui rentre avec la voiture à la maison, qui de temps en temps va en vacances avec. Voilà, il y a une personne qui est là, qui utilise cette voiture. On veut connaître son nom. On veut savoir c'est qui.
Et donc, ils vont vous dire, bon, bah alors, si c'est l'actionnaire en général, donc si c'est l'actionnaire principal qui a la voiture, bah, du coup, on va devoir lui rajouter dans son push mascorette un avantage en nature. On va devoir dire, eh ben, l'entreprise, au lieu de vous donner un salaire de 5000 shekels, elle vous donne un avantage en nature à hauteur de 5000 shekels. C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez une grosse voiture, la Chouvi-Chimouche Barechev, donc c'est-à-dire que l'avantage en nature peut grimper très vite. C'est-à-dire chaque voiture, quand vous l'achetez, elle a un code Totsar, un code Degem, et donc il y a une Chouvi-Chimouche que le Mas Nassa a fixé. Et c'est vraiment des grosses sommes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une chouvi-chimouche de 5000 shekels dans votre fiche de paye et à payer dessus du bitoire loumi, du maser nassa. Alors, en plus, comme ça se rajoute à votre salaire existant, vous allez tout de suite être sur votre machouli, c'est-à-dire sur la dernière tranche d'imposition. Donc, vous allez payer vraiment beaucoup de maser nassa et bitoire loumi, on n'en parle même pas. Vous êtes déjà sur la deuxième tranche du bitoire loumi. Et donc là, vous allez. Et donc, en fait, le rajout en maser nassa et en bitoire loumi va souvent être supérieur à l'impôt sur les sociétés que vous allez économiser avec les dépenses de voiture. Parce que comme on l'a dit, vous pouvez rentrer 100% des dépenses de voiture, mais admettons que vous rentrez 100 000 shekels de dépenses de voiture, ça va vous faire économiser 23% de Masravarot, d'impôt sur les sociétés. Et ces 23%-là, ils vont être inférieurs à tout ce que vous avez payé en impôt en bitoire Cloumi. Alors c'est d'autant plus vrai, ce que je dis, si on parle d'une voiture qui est peu utilisée et qui vaut pas très cher. Pourquoi? C'est pas on vous rentre, la société achète une voiture d'occasion, une petite Golf comme ça, pas très chère, et moins de 10 000 kilomètres par an. Voilà. Pas beaucoup d'essence. En plus, juste un petit bitoire Rova, très peu d'amortissement à calculer. Là, vous allez vous retrouver avec des petits taux de saut très rêves. Donc, c'est vraiment, vraiment dans la société, il y aura très peu de dépenses de voiture en réalité sur l'année. Mais le Maser Nassa, même si la voiture elle a 5 ans, ou même plus, hein, il va vous fixer tous les mois, au moins voilà, dans les 3000, 2-3000 shekels de chouvi-chimouche. La rêve d'avantage en nature. Donc vous allez vous retrouver à payer une blinde en avantage en nature, et derrière les dépenses que vous allez rentrer, ça va même pas, mais de très loin, ça va même pas en fait recouvrir ce rajout. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que donc du coup on revient à la Osek Morché. C'est qu'en fait souvent dans la Osek Morché, même s'ils enlèvent 55%, ils laissent 45%. Ils sont gentils quand même. Et ces 45%-là, vous les avez quoi qu'il arrive. Alors que dans le cas d'une société, si jamais il y a très peu de dépenses de voiture, et ben la chouvi-chimouche, vous allez la payer pendant 12 mois. Vous allez payer les impôts. Et donc, en fait, vous vous retrouvez perdant dans l'histoire. Ça peut arriver, des cas où vous êtes perdant. Vous avez rentré une voiture dans la société, elle n'est pas assez chère, la voiture, vous ne l'utilisez pas assez, et donc, du coup, la chouvi-chimouche fait que vous êtes perdant dans l'histoire. Donc ça, oui, c'est Incroyable. très... ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est des dépenses de sa maison? Est-ce qu'on peut récupérer les dépenses qu'on fait pour sa maison ou pas? Alors, pour les dépenses de maison, souvent, j'ai des gens qui me disent je travaille depuis chez moi. Voilà, je loue pas de bureau, hein, je travaille vraiment depuis chez moi. Et donc, du coup, je veux rentrer mon loyer. Je dis ok. Il fait, oui, oui, j'ai entendu. Donc, j'ai entendu que, vu que je travaille depuis chez moi, alors une partie de mes dépenses de maison, ça rentre. Voilà, donc c'est pas tout à fait faux. Ça rentre. Et donc, mon loyer aussi. Je veux rentrer mon loyer. Donc, je paye 5000 shekels de loyer. Alors, ok, alors, je suis pas trop gourmand. Hein. Je vais pas rentrer 5000 shekels de dépenses. Allez, la moitié ou un tiers. Si j'ai un 3 pièces, je vais rentrer un tiers de mon loyer. Et donc là, non. Alors là, il y a un problème, ça, c'est pas possible. Alors, il y a une raison assez simple à ça. C'est que il y a seulement certains types de dépenses qui vont pouvoir rentrer dans votre activité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire certains types de dépenses à une condition qui est une facture. Alors, qu'est-ce que c'est une facture? Vous avez une facture d'électricité, une facture d'eau, une facture de Arnona, une facture de téléphone, d'Internet. Là, vous avez des factures à votre nom. Et donc là, vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai un 3 pièces, il y a une pièce qui est consacrée exclusivement à ma ESSEC. Et donc, du coup, je suis en droit, sur toutes ces factures, de récupérer un tiers. Donc, si vous êtes au SECPATOUR, vous récupérez un tiers. Et donc, du coup, vous allez déduire un tiers dans votre exercice. Si vous êtes au SECMORCHE, vous allez non seulement récupérer un tiers en dépenses, mais également un tiers de TVA. Donc, sur le Hashmal, le même, c'est pas mal. Bien. Alors, Arnona, il n'y a pas de TVA, parce que voilà, c'est la mairie, donc elle ne facture pas avec TVA. Par contre, tout ce qui est électricité, eau, internet, etc., vous allez récupérer la TVA sur la partie en fait qui est pro. En fait, vous allez dire voilà, j'ai un 3 pièces, 2 tiers c'est perso, un tiers c'est pro. Voilà. Donc pourquoi pas hein, le loyer. Qu'est-ce qui se passe avec le loyer? C'est quoi le problème? En général, dans 90% des cas, c'est en fait une location de particulier à particulier. C'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire
en fait, vous fait un contrat, ne vous donne pas de facture tous les mois, et vous, en fait, vous payez, et puis c'est de particulier à particulier. Donc, en fait, il y a juste un contrat, il n'y a pas de facture. Et donc, comme il n'y a pas de facture, ça rend impossible, en fait, de déduire même un tiers du loyer. Alors maintenant, il y a de rares cas, et j'en ai vu, où des personnes vont louer leur appartement directement de l'entreprise qui a construit l'immeuble. Donc ça existe. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui OK. construisent, et le temps de vendre, ou voilà, ils commencent à louer en fait les appartements qui sont prêts. Et ils donnent une facture. C'est-à-dire que comme c'est des entreprises qui ont construit, ils sont obligés de donner une facture avec TVA. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le locataire, qui a une ESSEC et qui travaille depuis chez lui, là, comme il a une facture, alors là, oui. Alors c'est des rares cas, c'est très rares cas, Ouais. mais là, il va pouvoir récupérer une partie de son loyer et une partie de sa TVA aussi. Donc là, ça peut être super intéressant. Mais il faut faire très attention. Il y a souvent cette erreur qui revient où les gens pensent, font des calculs, ouvrent une ESSEC et se disent: mais mon loyer il va rentrer. Mais j'ai un gros loyer en plus. Alors je suis pas trop gourmand, mais je vais le faire rentrer mon loyer. Et en plus, je vais. Voilà. Alors, bah voilà. Il y a en fait une vérification à faire. On ne peut pas le faire rentrer automatiquement. Il y a une vérification, facture ou pas facture. Ça va être ça le critère. OK, d'accord. Et est-ce que c'est vrai que si on a de l'argent qui est placé à la banque, on a le droit à un remboursement d'impôts? Oui, alors ça, ça c'est déjà, on parle pas déjà ici de personnes qui ont des, activités, business et voilà, ça peut être des gens, tout à fait, voilà, des particuliers qui sont, simplement, salariés, voilà et ils ont des investissements à la banque. Alors Mmh. souvent, il va y avoir une mauvaise idée reçue. Alors une idée reçue, c'est de dire: «Mais la banque» déjà, c'est des salariés, donc ils font pas de déclaration d'impôt en général et leurs investissements à la banque, comme il y a un prélèvement à la source, c'est-à-dire que la banque, elle vous dit: «Voilà, vous avez gagné 100 000 shekels, sur vos produits investissements en produits financiers. On vous prélève à la source 25 et voilà. Vous avez payé ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Pas besoin de faire de déclaration d'impôt. A priori, tout est en règle, tout est OK». Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, la personne, elle va se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai payé mes impôts, pas besoin de faire de déclaration d'impôt». Or là, il y a un problème. Il y a beaucoup de cas où en fait vos investissements à la banque, c'est-à-dire les prélèvements vous ont fait à la source, sont supérieurs à ce que vous aurez dû payer comme impôt. Alors un cas, voilà, assez commun, ça va être le cas par exemple d'un Olé Hadash, voilà, qui touche une retraite depuis la France. Donc les premières années, vous payez pas d'impôt dessus, voilà, il y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de faire de déclaration d'impôt et vous avez des économies, vous commencez en fait à investir, voilà, dans votre banque israélienne. Et la banque israélienne, elle connaît pas votre situation, donc elle vous prélève, 25. Alors des fois, c'est 15 si c'est des intérêts, sur des obligations israéliennes et cetera en shekels, pas de souci. Mais globalement, c'est 25. Et donc la personne, elle va se dire: «Bon, bah, moi, je suis réglo, la banque, elle m'a dit que c'était 25, c'est 25, hein, je». Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne en Israël a des crédits d'impôt. Vous avez en fait des Nekudot Zikoui, ça s'appelle. En tant que Toshav, si vous avez des enfants, en plus, si vous êtes au Khadesh, vous avez encore plus de points dans les premières années, plus de crédits d'impôt. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? La banque, elle les prend pas en compte. Elle vous fait payer le taux fixe, mais derrière tous les crédits d'impôt, vous les gaspillez. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites à ce moment-là une déclaration d'impôt, vous allez presque sûr récupérer des impôts. Donc ça, c'est, la première raison, c'est-à-dire que c'est voilà, la première idée reçue, c'est de se dire: «Voilà, la banque, elle fait tout bien, moi j'ai rien à faire derrière». Ah, c'est faux. Donc ça, c'est le premier cas où la banque, elle sait pas, si vous avez des Nekutot Zikouï non utilisés ou pas, donc des crédits d'impôt utilisés ou pas, donc du coup, elle vous prélève 25. Donc j'ai beaucoup de cas comme ça, de gens qui, voilà, leur seul revenu, c'est, des produits financiers. Je leur fais une déclaration d'impôt, puis, ils ont des RZR masse. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant, il y a un deuxième cas, ça va être, pour tout ce qui est, pertes. Si vous avez des pertes. Donc déjà, on va commencer simple avec si vous avez une seule banque. Si par exemple en 2025, il y a eu des pertes sur les produits financiers, c'est-à-dire il y a eu des actions qui ont baissé, vendu des actions, il y a eu de la perte. Ouais. Ben, vous arrivez en 2026, donc vous n'avez pas payé d'impôt, la banque elle vous a rien prélevé, il y a eu de la perte. C'est la moindre des choses, vous avez perdu, bah, vous arrivez en 2026, vous commencez à gagner. Et là, qu'est-ce que vous vous apercevez? Vous apercevez que la banque, dès le premier bénéfice qui va sortir, elle vous taxe tout de suite de 25 à la source. Et là, vous allez dire à la banque: «Mais, il y a quelques mois là, j'ai eu des pertes, pourquoi vous prenez pas les pertes contre les bénéfices?» Ah, ils vont dire: «Ah non, 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 non. Ça c'était 2025, là maintenant on est en 2026». «Ah oui, en 2026. Si vous voulez utiliser vos pertes de 2025, vous faites un Dor Shnati, vous faites passer
les pertes 2025 vers 2026 et au moment de la déclaration d'impôt 2026, vous allez pouvoir en fait annuler vos bénéfices de 2026 contre les pertes de 2025 et donc avoir un retour d'impôt à ce moment-là. Donc en fait, la banque, ça va pas vous le faire. Il va falloir passer par un expert comptable pour qu'il vous fasse une déclaration d'impôt pour que vous puissiez récupérer les impôts trop perçus. OK. Donc ça, c'est le cas simple, voilà, d'une année à l'autre, la banque, voilà. Il faut comprendre que la banque, d'une année à l'autre, en fait, elle fait pas les choses automatiquement. Maintenant, un cas un peu plus complexe, vous avez 2 banques. Ah bah oui, vous avez 2 banques. Donc vous avez une discount, Leumi, voilà. Dans la discount, il y a des bénéfices, la Leumi, il y a des pertes. La discount, elle vous a prélevé 25% d'impôts Mmh. et la Leumi, elle a inscrit qu'il y avait des pertes, elle vous a rien prélevé. Et donc sur l'exercice, par exemple 2025, vous avez payé des impôts à la source. Alors que les pertes de la Leumi étaient supérieures aux gains de la discount. Et donc en fait, normalement, il n'y avait rien à payer. Donc tous les impôts payés à la Leumi, vous êtes censé pouvoir les récupérer. Mais ça sera seulement avec une déclaration d'impôt. Voilà, c'est que si vous, voilà, c'est que seulement si vous faites une déclaration d'impôt, on vous prépare en fait une annexe Guimel, donc c'est une liste par Guimel. Là-bas, on rentre en fait tous les revenus de la banque, donc il y a l'annexe Guimel, l'annexe Dalet. Et là, on vous prépare, on vous rentre tous les revenus et on vérifie s'il y a eu suffisamment d'impôts ou pas. Voilà, s'il y a eu un trop perçu d'impôts payés à la banque. Et là, en fait, on vous dit si vous allez avoir ou pas un RZERMAS. Donc ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas penser que la banque, elle fait tout de façon... Ouais. voilà. En fait, la banque, elle est très limitée. Elle voit que ce que vous gagnez chez elle. Elle ne prend pas de risque, elle prélève 25% et puis voilà. Il y a plein de cas où il y a des retours d'impôts. Donc ça, il faut faire attention, faut quand même vérifier. Alors, après, il y a d'autres façons d'investir dans les produits financiers. La façon la plus à la mode, actuellement, c'est Interactive Broker. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, voilà, c'est pas sponsorisé, mais Ouais. c'est-à-dire que voilà. Mais en gros, Interactive Broker, c'est un site qui vous permet de. Donc, il y a Interactive Broker, il y a plein d'autres qui ressemblent, mais ça vous permet en fait librement d'acheter et de vendre des produits financiers. Voilà. Donc vous êtes maître de votre destin, c'est-à-dire vous avez un compte là-bas, vous mettez de l'argent sur Interactive Broker et vous pouvez acheter, vendre, et puis à la fin de l'année, vous avez un Dorschnati, donc voilà le récapitulatif de l'année, et on vous dit voilà, vous avez réalisé tant de profits, voilà. Le problème de Interactive Broker, c'est que vous ne payez pas d'impôts à la source. C'est-à-dire qu'en fait, là, contrairement à une banque qui va vous prendre des impôts à la source, alors des fois elle le fait mal, ça peut arriver, mais Interactive Broker, lui, il le fait pas du tout. Et donc là, d'après la loi, si vous faites Interactive Broker, vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce que il faut régulariser. Vous avez gagné sur Interactive Broker, il y a des impôts à payer, il faut les payer. Et donc ça, c'est seulement grâce à une déclaration d'impôt que vous allez pouvoir régulariser votre situation si vous utilisez Interactive Broker ou un site concurrent qui ressemble. C'est le même cas pour les bitcoins? Alors, évidemment, c'est-à-dire que les bitcoins, c'est considéré comme des produits financiers. Si ça passe pas par la banque, s'il n'y a pas de prélèvement à la source, automatiquement, il vous faut une déclaration d'impôt et il faut payer sur une plus-value. Si vous avez acheté pas cher le bitcoin, vous l'avez revendu plus cher, il y a un IROAMAS. Donc, il y a en gros un événement fiscal. Et donc, vous allez devoir payer 25% sur cet événement-là, sur l'achat-vente avec une plus-value. Donc, ça marche exactement pareil. Alors, je ne sais pas si avec Interactive Broker, on peut acheter des bitcoins, mais c'est fort probable. Vu qu'on peut tout acheter là-bas, donc fort probable qu'on peut acheter des bitcoins aussi avec Interactive Broker. Et évidemment, voilà, s'il y a un achat et une vente avec une bénéfice, dans le récapitulatif annuel de Interactive Broker, vous aurez en fait les profits réalisés. Alors, il y a deux choses dans Interactive Broker. Vous allez avoir les profits non réalisés. Donc, en fait, ils vont séparer en deux les profits. Donc, je vais revenir sur ce détail. C'est qu'ils vont séparer en deux les profits. Si par exemple, vous achetez des actions à 100 et à la fin de l'année, elle est montée à 150. Alors, selon Interactive Broker, vous avez gagné 50. Maintenant, selon les impôts, vous n'avez rien gagné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vendu l'action. Tant que vous ne vendez pas l'action, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de IROAMAS, d'événement qui fixe en fait l'impôt. Vous n'avez pas fait de plus-value réelle. Ça s'appelle un profit non réalisé en fait. C'est un profit, mais c'est pas réalisé parce que vous l'avez pas vendu. Donc en fait, quand on reçoit le récapitulatif d'Interactive Broker, il faut faire très attention. Pas tout le monde fait attention à ça. Il faut prendre en fait les profits réalisés. C'est-à-dire vraiment les profits. Par exemple, il y a eu une achat-vente en 2025. La vente, on calcule la rentabilité, on paye des impôts sur ça. Très important. Donc s'il y a du Bitcoin dans le lot, ça rentre. Ok. À ce qui paraît, quand des femmes qui ont un ESSEC et qui accouchent en Israël,
À ce qui paraît, elles reçoivent automatiquement les Mélédas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors oui, ça c'est une idée reçue. J'ai eu beaucoup de cas où des femmes avaient ouvert, une OSEC Patour, par exemple et elle avait ouvert toute seule et 1 mois ou 2 avant, l'accouchement, ils prennent leur téléphone, ils se disent: «Je vais quand même vérifier avec un expert comptable. Quand même vérifier si, je vais vraiment toucher mes Mélédas». Et donc ils m'appellent et ils me disent: «Voilà, j'ai ouvert une ESSEC, il y a quelques mois, je vais bientôt accoucher, est-ce que je vais toucher des Mélédas?» Et je lui dis: «Bah, écoutez, c'est pas automatique». Il me fait: «Comment ça?» «Bien sûr que si, j'ai ouvert une ESSEC et donc du coup, bah, automatiquement j'ai la ESSEC». Donc comme un salarié, une salariée par exemple, elle a des salaires. Si elle a respecté, elle a travaillé au moins 6 mois, avant l'accouchement, elle a le droit à 2 mois de Méléda. Elle a travaillé 10 mois, elle a le droit à 3 mois et demi. Pareil pour une Atsmaï, pour une indépendante. En général, voilà, c'est l'idée reçue, c'est de se dire: «Ah bah, voilà, vous comprenez, j'ai ouvert ma ESSEC tout seul, je sais comment faire, hein, j'ouvre tout seul, j'ai tout géré et du coup, je veux mes Mélédas, je veux les toucher». Et là, en fait, il y a vraiment, il y a un piège, mais énorme, que beaucoup de femmes qui ouvrent voilà, une OSEC Patour font, hem, ça va être les migdamotes. Est-ce que vous payez ou pas des migdamotes au bitoire Leumi? C'est la première question que je leur pose quand ils viennent vers moi. Je leur dis: «C'est très simple en Israël, vous avez le droit en tant qu'indépendante à des dmélédas, à des congés maternité, si vous avez eu des chovot, c'est-à-dire si vous avez eu en fait des migdamotes payés tous les mois, avant l'accouchement. Maintenant, si vous n'avez pas eu de chovot, eh ben, ils vous donneront pas de srouillotte. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu de voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas respecté vos devoirs entre guillemets, vous n'aurez pas les droits des congés maternité. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, plus précisément, si vous ouvrez une OSEC Patour et que vous déclarez 3 000 shekels de bénéfices mensuels, et plus, voilà, vous êtes marié, vous avez déjà des enfants, et donc du coup, vous avez un statut de Hakarat Baït, c'est-à-dire de femme au foyer. Du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être une Atzmaït qui ne répond pas à la définition, l'ONE, la Hagdara, et comme votre revenu, votre bénéfice mensuel est très bas, il est en dessous de 3 500 shekels, et que voilà, vous travaillez très peu d'heures par semaine, admettons vous travaillez moins de 11 heures par semaine, vous avez déclaré que vous travaillez moins de 11 heures par semaine, du coup, ils vont vous dire, pas besoin de payer des migdamot au bitoire Loumi. C'est pas tour. Il y a le ptor qui arrive à ce moment-là du bitoire Loumi. On en avait parlé dans le précédent podcast du ptor du bitoire Loumi. Et donc, à ce moment-là, bah voilà, elle ouvre une ESSEC, elle se dit, mais j'ai ouvert la ESSEC, je vais pouvoir toucher des congés maternité et rien payer tous les mois au bitoire Loumi. Et là, quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un loup, c'est pas possible. Vous pouvez pas ne rien payer en bitoire Loumi et puis derrière, après, attendre à avoir tous les droits en congé maternité, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir impérativement, avant l'accouchement, régulariser. C'est-à-dire que si vous êtes indépendante et que vous voulez toucher des congés maternité, impérativement, avant l'accouchement, il va falloir en fait changer les paramètres dans votre situation bitoire Lomi pour que vous puissiez payer avant l'accouchement, alors je précise bien avant l'accouchement, vos migdamot au bitoire Lomi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment ça va marcher? Si vous dites au bitoire Lomi que vous gagnez par exemple 7 000 shekels par mois, ils vont vous dire très bien. Selon 7 000 shekels de bénéfices par mois, il faut payer voilà, à peu près 8% de bitoire Lomi tous les mois. Quand va arriver l'accouchement, Bezrat Hachem, à ce moment-là, ils vont vous dire très bien. Selon ces 7 000 shekels, on va vous calculer vos congés maternité. Selon ce bénéfice mensuel que vous avez rentré dans les paramètres du bitoire Lomi et vous avez payé sur ça les migdamot, les acomptes bitoire Lomi, on va vous calculer vos congés maternité. Donc si c'était 7 000 et que vous avez travaillé par exemple 6 mois avant l'accouchement, ça va être 7 000 fois 2 mois, 14 000 shekels. Maintenant, si vous avez travaillé 10 mois, vous allez toucher 7 000 fois 3,5. Tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous accouchez et vous n'avez pas payé de migdamot de bitoire Lomi? Eh bien, c'est terminé. Fin de l'histoire. Pourquoi? Même si, au moment de la déclaration d'impôt, il s'avère qu'il fallait payer du bitoire Lomi, que vous le payez, hein, le bitoire Lomi, eh ben, ils ne vous paieront pas les Mélédas. Ça m'est arrivé ce cas, c'est-à-dire d'une personne qui est venue trop tard. Et en fait, même si dans sa ESSEC, elle a dû payer du bitoire Loumi au moment de la déclaration d'impôt, comme elle n'avait pas payé d'acompte bitoire Loumi avant l'accouchement, elle n'a pas reçu. C'est-à-dire qu'elle a dû payer le bitoire Loumi et elle n'a pas reçu ses droits. Donc là, en fait, c'est un cas où elle a eu des chovotes, elle n'a pas eu de srouillotte. Et ça, c'est à cause de quoi? Du timing. Donc en fait, quand vous ouvrez un dossier en tant qu'indépendante,
les frais, les congés maternité, c'est pas automatique. C'est pas quelque chose qui va vous tomber, voilà, qui va tomber du ciel. Il faut avoir bien fait les choses. Donc, si vous voulez bien faire les choses, ouvrez au moins avec un expert comptable. N'ouvrez pas tout seul. Voilà, ouvrez avec un expert comptable ou un professionnel, voilà, qui va vous permettre, voilà, de bien ouvrir votre dossier et pas vous retrouver dans une situation où, voilà, pas de congé maternité. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment le. Alors, petite précision. euh, Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, votre estimation, selon laquelle vous avez été payé, c'est-à-dire vous avez reçu les congés maternité, elle était trop haute ou trop basse? Parce qu'on parle d'une estimation. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez été un peu gourmand, admettons, vous avez mis 10 000 shekels par mois. Vous avez ouvert votre ESSEC et vous avez dit, voilà, tous les mois, je vais gagner 10 000 shekels. Bénéfice attendu, 10 000 shekels. Vous avez payé les acomptes du butoir Lomi sur les 10 000 shekels. Ça n'a pas de souci, pas de problème. Ça fait à peu près 950 shekels à payer. Pas de souci. Ça vous êtes réglo, il n'y a pas de problème. Arrivé l'accouchement, le butoir Lomi vous envoie 35 000 shekels. Vous avez travaillé 10 mois avant, paf, c'est propre. A priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre déclaration d'impôt et finalement, votre bénéfice, c'était 5 000 par mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander de rembourser. Voilà, donc ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que faut pas se dire, voilà, vu qu'ils me payent selon mon estimation, du coup, je vais écrire 10 000, max, quoi. Et puis, je serai payé au top, je serai payé au max, et puis c'est super. Non, parce qu'en fait, au moment de la déclaration d'impôt, il y aura un réajustement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont vous demander de rembourser les Méleda, que vous avez le trop perçu, en fait, en Méleda va être demandé. Par contre, d'un autre côté, vous avez payé trop de Migdamot, puisque vous avez payé selon 10 000 shekels toute l'année, les Migdamot. Donc, en fait, il fallait payer la moitié. Il ne fallait pas payer 950, il fallait payer peut-être 300 shekels maximum. 300, 400. Donc, en fait, la différence, ils vont vous la rembourser. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, ils vont vous rembourser ce que vous avez trop payé. En même temps, ils vont vous demander de rembourser ce que vous avez trop perçu. Donc, voilà. Et ça marche à l'envers aussi. Ok, ok, d'accord. Et voilà, on a beaucoup de réservistes, donc de Milouimnikim, qui, quand ils partent justement dans le service, ils sont payés. Euh, qui c'est qui paye réellement les salaires des réservistes? Est-ce que c'est le Bitoire Leumi? Est-ce que c'est leur employeur? Oui, alors, souvent, l'idée reçue, ça va être de dire je vais à l'armée, je fais mes milouim, je suis réserviste, et l'armée va me payer, puisque voilà, admettons, il est salarié, Hmm. il va bosser à l'armée pendant un mois, donc du coup, son employeur arrête de le payer, puis il va à l'armée, c'est l'armée qui le paye. Ça paraît logique. Pas du tout. Pas du tout. En fait, quand vous êtes salarié, on va commencer par le cas le plus simple, quand vous êtes salarié, l'employeur va avoir l'obligation de continuer à vous payer votre salaire, comme si vous étiez venu travailler. Donc ça, c'est un cas classique. Après, derrière, l'employeur, il va vous signaler en tant que Milouim. Il va vous signaler au Bitoire Loumi assez rapidement. Et le Bitoire Loumi va le rembourser. Donc, en fait, le Bitoire Loumi va payer à l'employeur va payer à l'employé. Voilà. Et tout est OK. Ça se fait en général de façon très simple. Et évidemment, voilà, il n'y a pas d'histoire de réajustement, de Dorshnati, rien du tout. L'employeur vous a payé comme si vous étiez venu travailler. Fin de l'histoire. Maintenant, pour un indépendant, comment ça va se passer? Alors, un indépendant, évidemment, ça va être plus compliqué. Pour un indépendant, ça va marcher un petit peu comme les Méleda. Mhm. Ça va un petit peu comme les congés maternité. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, là, c'est le Bitoire Lomi qui va vous payer directement si vous êtes indépendant et que vous partez en Milouim. Mais il va vous payer sur quelle base? Puisque vous ne recevez pas de salaire. Vous n'avez pas encore fait votre Dorshnati. Donc, comment il sait combien vous gagnez? Combien il va vous payer? C'est simple. Tous les mois, vous payez des acomptes au Bitoire Lomi. Et comment vous les payez ces acomptes? C'est parce que vous leur avez donné, vous leur avez transmis un bénéfice mensuel estimé. Vous leur avez dit, voilà, moi, par mois, je gagne 15 000. Voilà. Par rapport à l'année dernière, mon expert comptable il a calculé, c'est 15 000 mois par mois. Et donc, vous payez selon ces 15 000 voilà, un acompte Bitoire Lomi. Donc, le Bitoire Lomi, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, bon, vous êtes parti à un mois de Milouim? Eh bien, prends 15 000. C'est-à-dire que les 15 000 voilà, qui fixent l'acompte Bitoire Lomi, la Migdama Bitoire Lomi, ça va servir de base pour vous payer votre mois de Milouim. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au moment du Dorshnati, même histoire que pour les congés maternité, au moment du Dorshnati, si votre estimation elle était trop optimiste, c'est-à-dire que 15 000 shekels c'était très au-dessus de la réalité, ils vont vous demander de rembourser le trop perçu Milouim, mais d'un autre côté, vous aviez trop payé d'acompte Bitoire Loumi puisque l'estimation était trop haute. Donc vous avez payé des acomptes en fonction de cette estimation. Donc vous avez payé trop d'acomptes. Donc vous allez récupérer ces acomptes trop payés, mais le trop perçu de Milouim, voilà, du paiement quand vous étiez à l'armée,
vous allez devoir le redonner, c'est-à-dire le rembourser. Et pareil à l'inverse, c'est-à-dire que si jamais voilà, vous n'avez pas assez reçu d'argent, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez mis une estimation beaucoup trop basse et qu'on vous a payé selon cette estimation basse, au moment du Dorschnati, on va pouvoir vous compléter ce qui n'a pas été payé en milouim. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, c'était 15 000, en fait, finalement, c'est 20 000, bah, du coup, les 5 000 shekels, on va vous les compléter au moment de la déclaration d'impôt. Mais vous allez aussi devoir compléter, du coup, les acomptes Bitoire Lumi que vous n'avez pas assez payés. Donc, ça va être toujours si vous voulez, il y a toujours les acomptes, soit ils ont été trop payés, donc on vous rembourse, mais du coup, bah, il faut rembourser aussi les milouim trop perçus, ou soit l'inverse, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu assez de milouim, donc on va vous rajouter des milouim que vous n'avez pas reçus, mais vous allez devoir compléter l'acompte que vous avez payé tous les mois qui était trop faible. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça fonctionne vraiment comme les congés maternité. Alors maintenant, il y avait un cas aussi dans les congés maternité, voilà, dont j'aimerais discuter, dont j'aimerais parler, c'était le cas où une femme est salariée et indépendante. Donc, si avant l'accouchement, vous étiez salarié au moins 6 mois avant l'accouchement et aussi indépendante au moins 6 mois, vous allez pouvoir en fait recevoir des dmeleda et en tant que salarié et en tant qu'indépendant. Vous allez pouvoir cumuler. Comment ça marche? En tant que salarié, c'est assez simple. On calcule en fait vos derniers mois, on fait une moyenne des derniers mois, et puis en fait le Bitor Lumi vous paye, voilà, soit 2 mois si vous êtes travaillé 6 mois, soit 3 mois et demi si vous avez travaillé 10 mois. En tant qu'indépendante, si vous avez payé des migdamot, donc on revient toujours à ce critère fondamental, si vous avez payé des migdamot Bitoire Lumi, vous allez pouvoir aussi recevoir des dmeleda en tant qu'indépendant. Donc ça peut arriver des cas où, par exemple, voilà, une salariée qui a ouvert une petite ESSEC à côté, si sur la petite ESSEC, elle a payé des migdamot Bitoire Lumi, elle va pouvoir aussi sur la ESSEC recevoir des dmeleda. Et donc ça devient très intéressant. Donc on peut aussi cumuler dmeleda en tant que salariée et Dmeleda en tant qu'indépendante. Ok, d'accord. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de salariat déguisé, de Revrat Arnak, je crois, on appelle ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler et pourquoi ils perdent en fait tous leurs avantages fiscaux? Oui. Alors déjà, le contexte, c'est que dans le high-tech, souvent, c'est souvent le high-tech, hein, c'est les endroits où il y a des gros salaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes salarié, vous commencez à 15 000, 20 000, et puis après ça monte à 30 000, 40 000, et là vous vous dites waouh. Et là vous voyez à chaque fois que votre net, vous voyez le Massar Nassa qui est énorme, Bitorlumi énorme, vous dites waouh, mais ok, j'ai un super salaire, mais mon net, pas terrible. Et donc là, vous vient l'idée lumineuse. Donc en général, c'est le patron qui la glisse. Voilà, il y a un petit arrangement employé-employeur. Il dit, mais pourquoi tu passerais pas en OSEC Mourché? Pourquoi tu ne passerais pas en freelance? Alors là, l'employé, en général, il se dit, oh, il y a peut-être un piège là. Donc il se pose des questions. Il se dit, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant, machin? Alors la réponse est oui. C'est-à-dire d'emblée, fiscalement parlant, si vous passez de salarié à OSEC Mourché, donc à indépendant, automatiquement, vous allez pouvoir faire une chose qu'un salarié ne pourra jamais faire, c'est déduire des dépenses. C'est-à-dire si par exemple vous avez une voiture, vous allez pouvoir rentrer toutes les dépenses de votre voiture. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a déjà une partie de la TVA récupérable. Vous allez pouvoir récupérer 45% de toutes vos dépenses de voiture. Ça, en tant que salarié, jamais, ça n'aurait pas été possible. Donc déjà, au SEC Mourché, vous allez pouvoir rentrer vos dépenses de voiture. Maintenant, on a parlé aussi des dépenses de maison. Si de temps en temps, voilà, faites un peu de télétravail, vous allez pouvoir dire, mais je poste de la maison aussi. Donc, une partie des dépenses de la maison, ça rentre aussi. Puis après, vous allez acheter un iPhone. L'iPhone, vous l'utilisez pour le travail. Vous achetez un ordinateur portable. Donc, il y a plein de dépenses, voilà, qui vont pouvoir rentrer dans votre OSEC Mourché, enfin, dans votre OSEC Mourché qui remplace en fait votre fiche de paye. Et donc là, effectivement, c'est super intéressant. Vous êtes OSEC Mourché. A priori, tout ben, c'est-à-dire moins de Massar Nassa, moins de Bitoire Lomi, votre net a augmenté énormément. Alors, il y a certains désavantages. Alors, les désavantages, ça va être la sûreté de l'emploi. C'est-à-dire que là, en fait, bah, vous êtes plus Ouais. protégé par la loi. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus de jours de congé, vous n'avez plus d'AVRA, vous n'avez plus non plus de pitsouim s'il y a un renvoi. C'est-à-dire, on peut claquer des doigts, on vous renvoie. Alors, il y a des contrats avec des durées, etc. Mais quand même, c'est-à-dire, vous n'êtes plus un salarié protégé par la loi. Mm. Donc ça peut être un peu embêtant. Bah, surtout les vacances aussi. C'est-à-dire, vous partez en vacances, bah, du coup, il n'y a pas de jour de congé comme un salarié. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Donc il y a plein de désavantages comme ça, mais tous ces désavantages-là sont vraiment balayés
par l'économie que vous allez faire en Masarnassa et en Bitoire Loumi. C'est balayé. C'est-à-dire, à partir du moment où vous rentrez toute votre voiture, vos dépenses de maison, voilà, les dépenses par-ci par-là, ça va être balayé. Alors après, il faudra aussi faire attention de bien cotiser à la retraite. Parce que souvent, il y a des indépendants qui cotisent pas à la retraite. Donc là, vous allez vous dire, ah ben moi, je vais augmenter encore plus mon aide, je vais pas cotiser à la retraite, pas de Keren Ishtalmout, rien. Alors que quand vous étiez salarié, il y avait retraite, il y avait Keren Ishtalmout. Donc là, il va falloir avoir une petite rigueur, une petite discipline pour vous forcer à cotiser à la retraite et au Keren Ishtalmout. Voilà, parce que là, c'est pas le patron qui va le faire. C'est vous, vous êtes devenu en quelque sorte votre propre patron. Mais vous êtes quand même un indépendant sur le papier. Mais dans la réalité, pas vraiment. En fait, vous êtes un indépendant, mais en fait, vous êtes plutôt un salarié qui est passé en statut d'indépendant. Alors pourquoi ça va être important cette nuance? C'est parce qu'il y a des personnes qui en fait sont passées donc de salariés à indépendants au SEC-Morché, et un beau matin ils se sont dit mais il y a un statut encore mieux qu'au SEC-Morché pour optimiser les impôts. Quel est ce statut? La Chevra Baham. Bien sûr. Ben oui, la Chevra Baham, qu'est-ce que c'est? C'est 23% de masse. Donc, à la rigueur, je vais continuer à facturer mon ancien patron avec ma Chevra Baham. Je vais me sortir un petit salaire, parce que bon, quand même, il faut sortir un petit salaire tous les mois de ma société. Je vais payer ma Sarnassa Bitoire Loumi. Tout le reste, je vais le laisser dans la société. Je vais payer seulement 23% de ma Sarnassa, pas de Bitoire Loumi. Et l'argent qui reste dans la société, je vais pouvoir investir en bourse, je vais pouvoir acheter des appartements, je vais pouvoir... C'est super, j'aurai plus de liquidité. A priori, c'est gagnant. Mhm. C'est super. Qu'est-ce qui pourrait empêcher de faire ça? Eh ben, la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir toujours à la même chose, c'est l'esprit de la loi. Pourquoi une Chevra Baham, ça a été créé? Bah, c'est quoi c'est parce qu'en fait, on voulait encourager les gens à prendre du risque, à prendre des risques et à développer l'économie. C'est-à-dire que vous avez une société BAM qui fait écran entre vous et l'activité. Donc, on a voulu en fait vous donner une espèce d'assurance que voilà, s'il y a vraiment des problèmes, bon, il y a quand même une protection quelque part. Et en même temps, on a voulu optimiser la fiscalité pour ces sociétés pour justement vous permettre de laisser de l'argent dans la société, de laisser les bénéfices dans la société à condition que vous ne les retirez pas. Et du coup, vous permettre d'investir encore plus. Et donc ça, c'est très malin. C'est-à-dire que ça permet en fait à l'économie de se développer plus rapidement. C'est-à-dire que si quelqu'un était par exemple au SEC-Morché, il a un magasin au SEC-Morché, bah, du coup, dès qu'il gagne il gagne 20 000 par mois. Sur les 20 000, il va payer full Mas Arnasa, full Bitoire Clomi. Donc en fait, ce qui va lui rester, bah, pas beaucoup, pas grand-chose. Maintenant, quelqu'un qui est Chevra Baham, il gagne 20 000, il se prend un salaire de 10 000. Les autres 10 000 shekels, admettons, bah, il va juste payer 23%, et il n'y aura pas de Bitoire Clomi. Donc il y aura plus d'argent disponible, une trésorerie plus forte. Et donc avec cette trésorerie, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, mais je vais investir, je vais prendre des risques, je vais faire un deuxième magasin, je vais faire un ta. Super, voilà, il y a de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est ça l'esprit de la loi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, la personne, elle est au SEC-Morché. Mais comme on l'a dit, c'est une au SEC-Morché de papier. C'est-à-dire, on va dire, c'est un salarié déguisé. Ouais. Et là, elle va dire, moi, je veux être une Chevra. Mais c'est pas du tout pour prendre des risques. Il n'y a pas de réalité économique. Il n'y a aucune réalité économique. C'est en fait, elle va pas prendre de risques. Elle a un patron, elle a un client. En fait, donc son client, c'est son ancien patron. Elle a aucune dépense pratiquement. Faire les dépenses, c'est des dépenses bricolées, la maison, la voiture. Enfin, des dépenses que il aurait été salarié, il les aurait eu aussi, quoi. Donc en fait, c'était voilà. Et donc en fait, il y a aucune réalité économique. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Il y a rien du tout. Donc qu'est-ce que va dire le Massar? Ça, il va dire, tu as détourné l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as pris une Chevra Baham qui, en fait, était créée pour justement que tu prennes du risque et que tu développes. Et en fait, tu l'as pris juste seulement pour optimiser tes impôts. Et là, il y a une loi qui est sortie et qui vous dit non, comme vous êtes en quelque sorte un salarié déguisé en Chevra Baham, alors à ce moment-là, tous les avantages de la Chevra Baham disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, tout le bénéfice de la société va tout de suite remonter à l'actionnaire. Et en fait, vous allez vous retrouver dans la même situation qu'un OSEC-Morché. Aucune différence. Ça, OSEC-Morché, il ne touche pas. Parce qu'en fait, de toute façon, sur tout le bénéfice, c'est à peu près comme un salarié, vous allez payer full Massarnassa, full Bitoire Lumi. C'est vrai que vous allez pouvoir rentrer des dépenses, mais ça, il tolère. OSEC-Morché, c'est toléré. Par contre, Evra Baham, là, ça les a énervés. Ça, ils sont pas contents, ça. Ça, ils veulent pas parce qu'il y a trop d'optimisation. Et en fait, ça détourne l'esprit de la loi. Ils ne veulent pas. Et donc, du coup, a priori, il n'y a pas de solution. Quelqu'un qui est salarié,
Qui veut passer en sec manché, c'est OK. Il veut passer en Khevra Ba'am, c'est mort. Il pourra pas. Maintenant, a priori, qu'est-ce qui pourrait, voilà, solutionner le problème? Et ben, en fait, c'est la réalité économique. C'est-à-dire que si, en fait, votre société, elle a un peu plus de clients, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez de base un employeur, mais vous commencez un petit peu à vous développer. Vous prenez un des petits travaux, voilà, dans votre domaine, à droite, à gauche, donc vous avez plus qu'un client. C'est un 2e, 3e, 4e. Plus vous avez, par exemple, des biens Airbnb. Vous les rentrez aussi dans la société. Votre femme, elle est indépendante, elle devient aussi actionnaire. Elle rentre. Là, vous commencez à montrer au Massar Nassa, au fisc, que finalement, votre société, c'est quelque chose qui grossit. Vous prenez des nouveaux clients. Il y a une réalité économique. Et donc, du coup, vous ne rentrez pas dans la définition d'une Khevrat arnaque, qui est une Khevrat portefeuille. Et donc là, vous pouvez peut-être éventuellement vous sauver de cette définition et profiter de l'optimisation fiscale. Mais encore une fois, le fisc regardera la réalité économique de votre société et c'est ça qui aura le dernier mot. C'est ça qui va fixer si oui ou non vous pouvez être une Khevrat arnaque. Écoute, Narman, l'épisode touche à sa fin. Bah, je te remercie pour ton temps. J'espère que voilà, ce qu'on a dit, ça va aider beaucoup de personnes, ça va les motiver aussi, puisque c'est ça, hein, le principe de l'entrepreneuriat, c'est d'oser et de créer en Israël. Merci encore et j'espère te retrouver bientôt pour un nouvel Bah, épisode. au plaisir. Au plaisir.